Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. On parle gros sous depuis ce matin à Bruxelles. Les 6 du marché commun se sont retrouvés pour essayer de se mettre d'accord face à la crise monétaire. La dernière rencontre, vous le savez, avait été un échec. L'ambiance semblait bien meilleure ce matin au début de ce Conseil. Nous en reparlerons tout à l'heure en compagnie de Michel Tardieu. Pendant ce temps-là, en France, on commande toute une série de sondages. Il y a une sorte de floraison aujourd'hui, c'est un fait du hasard, mais ces enquêtes d'opinion fleurissent un petit peu dans beaucoup de journaux. Elles indiquent d'ailleurs des tendances intéressantes, Guy Claes, en ce qui concerne au moins, disons, la politique et le social. Oui, nous avons d'abord un sondage publié par Le Figaro, un sondage de la Sofres, qui cherche à discerner quelles sont les préoccupations principales des Français en cette période de rentrée. Alors, les enquêteurs de la Sofres ont choisi 4 événements et ils ont demandé à un échantillonnage de Français, donc, de les classer dans l'ordre d'importance. On leur a demandé quel est le plus important de ces événements. Il y avait d'abord l'appel du président Pompidou au gouvernement européen pour lutter contre la drogue, l'attitude du gouvernement français dans la crise monétaire, l'augmentation des tarifs publics, enfin l'affaire de la garantie foncière. Alors voilà ce que ça donne. Le premier événement cité en tête, c'est l'appel du président Pompidou pour lutter contre la drogue. Il recueille 35% des suffrages. En deuxième position, on trouve la crise monétaire. L'attitude française est jugée donc comme un élément actif de cette crise et sans doute aussi d'une manière positive. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Enfin, notons donc que l'opinion publique est très sensibilisée à la lutte contre la drogue. En troisième position, maintenant, nous avons maintenant un deuxième carton à vous présenter. En troisième position, nous trouvons l'augmentation des tarifs publics avec 23%. Enfin, la garantie foncière vient en dernière position avec 10%. Évidemment, ça ne veut pas forcément dire que cette affaire de la garantie foncière est jugée sans importance, parce que finalement, on a demandé aux gens quel était le plus important. On ne leur a pas demandé est-ce que ces événements vous paraissent importants ou non. Et c'est ça finalement qui serait sans doute le plus intéressant. Cette façon de poser les questions empêche finalement de tirer des conclusions définitives de ce sondage. En tout cas, vous allez voir qu'il y a même aussi quelques contradictions. En effet, dans une deuxième série de sondages, on a demandé aux gens quels étaient, à leur avis, les tâches prioritaires auxquelles le gouvernement devrait s'attaquer. Eh bien, dans une première série de ces questions, on s'aperçoit que c'est la lutte contre la hausse des prix qui vient cette fois-ci en tête, avec 56%. Enfin, ensuite, l'amélioration de la situation des personnes âgées, 43%. Enfin, le développement des équipements collectifs, avec 24%. D'autre part, on a posé donc une deuxième série de questions et vous allez voir que là encore, on recoupe plus ou moins le premier sondage, mais pas forcément. D'abord, on considère que c'est la formation professionnelle des jeunes qui devrait être également traitée en priorité, avec 60%. Protéger les jeunes contre la drogue, alors là on retombe dans le premier sondage, donc grosse sensibilisation. Enfin, le maintien de l'ordre public, 30%, et ça c'est intéressant car au début de l'été, il y avait 44% de Français qui souhaitaient qu'on mette en priorité la défense de l'ordre public. C'est donc tombé à 30, ce qui fait que les Français sont maintenant moins sensibles à ce problème. Enfin, ce même sondage publie la cote des différents leaders politiques dans la majorité et dans l'opposition. Là, un phénomène à remarquer, la montée de M. Giscard d'Estaing, qui obtient 48% en septembre contre 39% en juillet. Il semble qu'il soit crédité donc de l'attitude française dans la crise monétaire et ce en quoi cette attitude française serait donc jugée positive. En revanche, il y a une descente de M. Chaban-Delmas, le Premier ministre, qui tombe de 55% à 49%, mais c'était avant son intervention télévisée, peut-être qu'on le tient pour responsable de la hausse des prix, il faudrait voir ça d'un peu plus près. Dans l'opposition, grande stabilité de M. François Mitterrand, qui reste à 44%, la même chose qu'en juillet. M. Le Canuet reste également très stable à 30%, et on note une légère remontée de M. Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui passe de 15 à 19, il est encore assez bas, mais enfin il semble qu'il soit remonté, qu'il est remonté du trou dans lequel il était tombé après sa mésaventure de Bordeaux. Voilà. Et on retrouve d'ailleurs des sondages dans d'autres formes de l'actualité française qui est bien sûr placée sur le signe de la rentrée scolaire pour les petits demain. Les élèves du secondaire, eux, ne commenceront véritablement à travailler que vendredi, et cela en raison bien sûr de la grève des professeurs. Et l'un des sondages de la journée évoque justement les problèmes liés à l'éducation nationale. Il s'agit de l'enquête de l'IFOP qui est publiée par François. Dans leur majorité, les personnes interrogées semblent préférer le retour aux notations de 0 à 20 pour les devoirs des écoliers, bien sûr. Et par ailleurs, une forte proportion de parents, de façon générale à peu près 80% ou même plus, estiment que les livres scolaires devraient être payés par l'administration, et cela dans toutes les classes. Ce matin, il y avait déjà une sorte de pré-rentrée. Cette année, en effet, les professeurs et les instituteurs ont été convoqués un peu plus tôt que d'habitude, de façon à faire un premier point et à préparer le retour des élèves.
Rentrée sociale aussi à surveiller avec plusieurs secteurs. À Évian, le travail n'a pas repris ce matin comme on pouvait le penser à la fin de la semaine dernière. Samedi, en effet, les ouvriers ont voté pour la poursuite du mouvement à la Société des Eaux. À la SNCF, on discute aussi aujourd'hui entre la direction et les syndicats. Il s'agit du problème de l'évolution des salaires en fonction de la hausse des prix. Et au cours de la semaine, il faudra suivre aussi ce qui se passe du côté des fonctionnaires et des policiers. À Bruxelles, donc. À Bruxelles, ce matin, M. Giscard d'Estaing a commenté le sondage dont vous parlait Guy Claes à l'instant. C'était au moment où le ministre français des Finances arrivait à ce Conseil des ministres des 6. Il a dit « Je suis toujours très heureux de voir que les Français veulent bien approuver mon action ». Et puis là-dessus, le ministre est allé retrouver ses collègues. Je vous le disais au début de ce journal, l'ambiance était plutôt bonne ce matin pour cette nouvelle réunion assise sur le problème monétaire. Une réunion importante puisqu'il s'agit tout de même, Michel Tardieu, d'un test important pour l'avenir de l'Europe. Oui, il est certain que c'est une réunion très importante, mais en fait, il y a de grandes chances qu'il ne se passe pas beaucoup de choses importantes, bien que la réunion, elle, le soit. En effet, tout le monde avait le sourire, comme vous l'avez dit, parce que les ministres veulent bien montrer que l'Europe continue. Personne ne se soucie, en effet, de voir la crise monétaire déboucher sur une crise européenne très grave. Et il est certain que M. Schiller, aussi bien que M. Giscard d'Estaing, bien qu'ils aient des politiques antinomiques, bien que chacun ait pris des positions différentes, ne veulent pas que cela débouche sur la cassure face aux États-Unis. Donc, il y a peu de chances qu'on sorte de cette réunion avec un nouveau plan monétaire qui ait des effets immédiats, mais il y a des chances sérieuses que les 6 arrivent à se mettre d'accord pour présenter un front commun lors de la réunion du 15 septembre à Londres des 10 pays les plus riches du monde, puis peut-être pour la réunion du 27 au Fonds monétaire international. En effet, curieusement, il semble qu'il sera plus facile de se mettre d'accord à 10 qu'à 6. En effet, à 10, c'est-à-dire les 6 de l'Europe, plus la Grande-Bretagne, plus un certain nombre d'autres pays, comme la Suède, le Japon et les États-Unis, eh bien, à 10, les 9 se mettront d'accord contre les États-Unis. Un récent rapport, en effet, du GATT, de l'accord général sur le commerce international, montre que tout le monde est contre les mesures commerciales prises par les Américains, contre cette surtaxe de 10% qui gêne le commerce international. Donc tout le monde est d'accord contre, à 10 et presque comme à 6. Mais personne n'est encore d'accord pour faire quelque chose ensemble, quelque chose de nouveau. Et de la même façon que M. Giscard d'Estaing voudra probablement garder son double marché pour l'instant, M. Schiller ne se soucie pas de ramener le mark immédiatement à une parité fixe, parce qu'on n'y voit pas encore très clair et qu'on ne sait pas quelle est exactement la vraie valeur des monnaies. Donc aujourd'hui, il y a des chances que les Européens préparent la réunion du 15 à Londres, puis celle du Fonds monétaire à Washington. Il est probable qu'on aura une position pour forcer les Américains à prendre de leur côté des mesures nouvelles, mais il est peu probable qu'ils sortent un système monétaire nouveau de la réunion d'aujourd'hui. Compte rendu en tout cas de cette journée à Bruxelles ce soir, au cours de Télésoir, en compagnie de notre envoyé spécial François-Henri de Giry. Nikita Khrouchtchev a été enterré ce matin. Peu de détails, il fallait s'y attendre, peu de détails sur cette cérémonie. Un service d'ordre était en place pour filtrer la circulation et en principe il devait malgré tout y avoir la présence d'un membre officiel du Parti communiste soviétique et du gouvernement. En Union soviétique, on a été très discret officiellement à ce sujet. Les Russes ont d'ailleurs été les derniers au monde à apprendre la mort de Khrouchtchev. Ce n'est que ce matin que la Pravda a publié un court communiqué officiel à ce sujet. À Belfast, hier, 6000 personnes ont manifesté, et cela en présence de Bernadette Devlin. Au moment de la dispersion, il y a d'ailleurs eu des incidents, et des jeunes gens ont lancé des pierres sur un commissariat de police. La troupe a dû, une nouvelle fois, intervenir. Bernadette Devlin, auparavant, et vous la voyez en ce moment, s'en était pris au Premier ministre de la République d'Irlande, M. Lynch. Pour la jeune députée, M. Lynch n'est pas en mesure de représenter la minorité catholique d'Irlande du Nord. Lorsque viendra le temps de parler, a dit Bernadette Devlin, nous prendrons nous-mêmes la parole. Autre fait d'ailleurs à noter en ce qui concerne l'Irlande, dans une déclaration commune, les évêques irlandais ont condamné hier soir tous les actes de terrorisme d'où qu'ils viennent. En Grèce, on reparle du retour du roi Constantin. En fait, pour l'instant, il ne s'agit que de rumeurs, et pourtant il faut noter que depuis son exil volontaire, il y a 4 ans, Constantin de Grèce n'a pas été déchu. Son nom, par exemple, figure toujours au journal officiel. Par ailleurs, les États-Unis ont continué d'entretenir avec lui des contacts que l'on peut presque qualifier de diplomatiques.
À la prison d'Attica, dans l'État de New York, aux États-Unis, on risque aujourd'hui de revenir à la violence. Les mutins, en effet, détiennent toujours un certain nombre d'otages, ils sont 38, mais les négociations sont dans l'impasse. Les policiers encerclent toujours la maison d'arrêt. Vous voyez arriver ici le leader des Black Panthers, qui est venu sur place lui-même. Les prisonniers à l'intérieur de la prison pendant ce temps-là menacent d'abattre leurs otages si les policiers font usage de la force. Or, justement, il est question maintenant de lancer un assaut contre la prison. Il faut rappeler ce que réclament les auteurs de la mutinerie. D'abord l'amnistie en ce qui concerne leur mouvement à eux, et ensuite le transfert du directeur de cette prison. Pour l'instant, il semble en tout cas que les otages aient été bien traités, et il pourrait y avoir en tout cas du nouveau dans cette affaire dans les heures qui viennent. Dans moins d'un mois, l'anniversaire de la mort du général de Gaulle. À Colombey, les deux églises, les hommages n'ont pas cessé depuis cette année. Pendant cette année, ils se multiplient. Et samedi dernier, par exemple, une visite que nous n'avons pas évoquée, du moins que nous avons évoquée que brièvement, celle de M. Léopold Senghor. Le président du Sénégal, en effet, samedi dernier, est venu s'incliner sur la tombe du général. Vous le voyez sur ces images. Je n'étais jamais venu à Colombey, et de venir dans ce village où a vécu le général de Gaulle et entouré du fils du général de Gaulle et de son gendre, voyant la boisserie, évidemment, c'est très émouvant pour quelqu'un qui a été un très grand admirateur du général de Gaulle. Que doit l'Afrique au président de la République française, le général de Gaulle? Disons d'abord l'Afrique francophone, nous lui devons notre indépendance, et je pense que si le général de Gaulle n'avait pas été là, nous aurions mis des décades à être indépendants et au prix de déchirements, de guerres, de bouleversements. Tandis que je me rappelle, la première fois que, ou plutôt lorsque je suis allé voir le général de Gaulle pour lui demander l'indépendance de la Fédération du Mali, jamais le général n'avait été aussi souriant, aussi gentil, aussi amical. Et il m'a dit, nous allons en discuter. Non seulement nous vous accorderons l'indépendance, mais encore nous vous aiderons à maintenir cette indépendance. Et le général de Gaulle a tenu parole. Et c'est pourquoi nous lui devons beaucoup. Mais nous lui devons aussi, et ce n'est pas la moindre des choses, nous lui devons d'avoir été indépendant, non pas dans le déchirement et la haine, mais dans l'amitié. Et l'amitié franco-africaine est plus profonde aujourd'hui qu'avant l'indépendance. Autre forme de l'actualité, un vol spectaculaire ce matin dans Paris. 20 tableaux du XIVe siècle ont disparu de l'église Saint-Nicolas des Champs. Il s'agissait d'un ensemble de toiles consacrées à la vie et à la passion du Christ. Il est difficile pour l'instant de chiffrer le montant du vol. En tout cas, les amateurs d'art et les spécialistes considèrent qu'il s'agit là d'une perte inestimable. Maurice Chevalier a fêté hier ses 83 ans. À Marne-la-Coquette, il a reçu quelques-uns de ses amis, précisé qu'il ne s'était jamais senti en si bonne forme. Un invité d'honneur pour les 83 berges de Momo, Jerry Lewis. Inutile de dire qu'il y avait un gros gâteau d'anniversaire et que le dialogue entre Maurice Chevalier et Jerry Lewis n'a pas manqué de saveur. Vous voyez Jerry Lewis arriver d'ailleurs et frapper à la porte de Marne-la-Coquette. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, mon chéri Maurice. Oh, non, non, chéri. Mon cher, oui. Mon chéri. Oui, non, non, no. You know, it's good. I drank some last night, and I got dizzy. Rendez-vous avec l'actualité sportive maintenant en compagnie de Patrick Chapuis, Hebdo Midi. Je crois qu'un homme, ce week-end, a donné une belle leçon à tous les cyclistes professionnels. Vous savez que Bordeaux-Paris avait été annulé faute de combattants. 8 partants seulement. Au dernier moment, le forfait de Walter Godefroth. Et puis un homme, M. René Rosé, qui est professeur de musique à La Rochelle, avait décidé de relever le défi. Il a fait Bordeaux-Paris. Il a mis très exactement 19h56 pour couvrir les 560 km. Notre station de Bordeaux vous présente M. Rosé. Ensuite, M. Rosé nous expliquera comment s'est passée son expédition solitaire. René Rosé a près de 50 ans.
Professeur au Conservatoire de La Rochelle et directeur du Polyquatuor de l'Ouest, il a, si l'on peut dire, un violon d'Ingres, la bicyclette. C'est donc à la fois un musicien et un sportif complet, d'autant qu'il fut à l'armée moniteur d'éducation physique. Samedi soir, à 19 h, au lieu-dit Les Quatre Pavillons en Gironde, il a pris seul le départ de Bordeaux-Paris, en souhaitant que son initiative contribue à la reprise de cette grande classique du cyclisme français. René Rosé, depuis combien de temps faites-vous du vélo? Depuis 10 ans. Quel âge avez-vous? 48 ans. Alors comment se fait-il que vous ayez attendu 38 ans, disons, pour commencer à pratiquer ce sport? Eh bien, cela, il y a plusieurs raisons. D'abord, la première, c'est que, comme tout étudiant, bien sûr, j'ai fait mes études au Conservatoire de Bordeaux jusqu'à l'âge de 16 ans. Ensuite, au Conservatoire de Paris jusqu'à l'âge de 20 ans. Ensuite, service militaire, on se marie, on a des enfants. Il faut penser à faire bouillir la marmite, bien sûr. Et puis, mon Dieu, une fois que, si vous voulez, ma situation a été assurée, à l'âge de 40 ans, enfin, j'ai pu satisfaire ce désir de jeunesse. Vous avez pratiqué des compétitions? Oui, j'ai pratiqué des compétitions. Je suis champion du Poitou de vitesse. Qu'est-ce qui vous a décidé à faire Bordeaux-Paris? Ce qui m'a décidé, c'est tout d'abord que j'avais fait 3 fois Paris-La Rochelle. Et ensuite, c'était l'annonce mercredi matin dans les journaux de la suppression de cette superbe classique qui est Bordeaux-Paris, qui est ensuite la doyenne des courses françaises. Lorsque j'ai appris cette suppression, j'avoue que cela m'a donné un coup au cœur. Et je me suis dit, si par hasard, en me lançant sur la route, cela peut contribuer à sensibiliser la population, ainsi que les directeurs sportifs et les coureurs à reprendre cette course, eh bien, mon Dieu, je pars. Après une bonne nuit de réparation, M. Rosé est à nos côtés maintenant. Comment s'est passée cette expédition? Eh bien, cette expédition s'est passée, mon Dieu, dans de bonnes conditions, sauf les conditions atmosphériques. Nous n'avons pas été gâtés du tout, car nous avons eu un orage extraordinaire pendant 4 heures de temps, avec un rideau d'eau. C'est le mot qu'il faut employer, un rideau, on n'y voyait pas à 10 mètres, et ce pendant 4 heures. Quelles étaient les réactions du public sur votre passage? Eh bien, je dois dire que nous avons été très surpris, nous avons eu l'explication ensuite à l'arrivée, car tout le long du chemin, il y avait des gens sur les portes, y compris, par exemple, à Poitiers, à 4 heures du matin, les gens s'étaient levés pour nous voir passer, et nous nous demandions pourquoi. Et tout simplement, nous avons eu l'explication à l'arrivée, un poste périphérique avait lancé une espèce d'offensive en disant aux gens de téléphoner au fur et à mesure qu'on nous voyait sur la route. Ce qui fait que tous les automobilistes, dans leur voiture, dès qu'ils nous apercevaient, se précipitaient, téléphonaient. Il paraît que toutes les 5 minutes, ils avaient des appels. Mais est-ce qu'il y avait une réaction, si vous voulez, vis-à-vis des coureurs cyclistes professionnels en vous disant, vous, au moins, vous le faites? Ah oui, oh oui, surtout à l'approche de Paris. Je dois avouer qu'il y a des titis qui me disaient, ah ben mon vieux, je t'assure, les professionnels, ils vont en faire une tête, enfin, etc. quoi. Mais est-ce que vous avez souffert un peu? Parce qu'on a dit que les professionnels ne voulaient plus le faire, parce qu'ils avaient un peu peur de cette épreuve. Ah ben, il est incontestable que ce n'est pas facile. Et on a des moments de dépression, c'est tout de même normal, sur près de 600 km. Enfin, vous avez 48 ans, vous êtes père de famille, vous êtes même grand-père. C'est exact, oui. Et vous l'avez fait? Ben oui, mon Dieu. Et qu'est-ce que vous envisagez de faire maintenant par la suite? En Romain, nous allons terminer la saison avec quelques courses de gentleman, et puis ensuite, nous verrons pour l'an prochain. Vous me parliez d'un projet de Tour de France un peu analogue. Oui, le projet a été effleuré. Il serait question, avec les engins qui nous entraînent, de faire un Tour de France en 20 ou 22 étapes, avec un raison de 250 km tous les jours. Pour rentrer chez vous, maintenant? Ah bien, je vais rentrer en voiture cet après-midi. Ah bon, je pensais que vous partiez en bicyclette. Je sais pas. Ah non. Course d'endurance, donc, pour M. Rosé sur Bordeaux-Paris. Course d'endurance encore pour les voitures qui ont disputé les 24 heures automobiles du Castellet, remportées par la Ford Capri 2600 de Glemser et Soler Rogue. 146 km/h de moyenne pour ces deux hommes. 24 heures de la moto avec le bol d'or au Mans, où les Anglais Percitet et Ray Pickrell ont gagné à 113 km/h de moyenne. Mais la moto, ce n'est pas seulement l'endurance, la vitesse, c'est aussi l'acrobatie. L'acrobatie en tout terrain des pilotes de motocross qui disputaient hier à Vannes le Trophée des Nations. Reportage de notre station de Rennes. Sur la ligne de départ, les meilleurs pilotes mondiaux de motocross. Ils étaient 60 en tout, représentant 12 nations. C'était hier, sur le circuit de l'Esténo, près de Vannes, dans le Morbihan, le Grand Prix des Nations en 500 cm3. Pour ces internationaux, l'épreuve se disputait en 2 manches de 40 minutes chacune sur un circuit très accidenté de 1800 mètres de long et encore humidifié par la pluie de la veille.
Dès le départ, on s'attendait bien sûr à une lutte très sévère entre la Suède, tenant du titre en 1970, et la Belgique qui avait remporté le Grand Prix l'année précédente. Parmi les individualités, il fallait compter aussi sur la fougue d'un Anglais comme Banks, qui eut quelques ennuis mécaniques dans la première manche, le Tchèque Konechny, qui courut avec une remarquable régularité, terminant 6e puis 5e, et le Finlandais Mikola, lequel, aux essais de la veille, avait signé le meilleur temps. Et puis, bien sûr, nettement au-dessus du lot, dominant sans conteste les deux manches, respectivement le Suédois Eik Johnson et le Belge Sylvain Jebers. Sans connaître le moindre ennui mécanique, maîtrisant parfaitement leur moto et se jouant avec brio de toutes les difficultés, les deux hommes ne firent que confirmer leur immense talent. Mais dans ce Grand Prix des Nations, le classement se faisait par équipe, il fallait additionner les places des 3 meilleurs pilotes pour s'adjuger la victoire absolue. Pour la Suède, Eik Johnson, bien sûr, ainsi que Peterson et Amargren, apportaient pour la seconde année consécutive le titre à leur nation. La Belgique, quant à elle, déplorait bien sûr l'absence de son capitaine Joël Robert, venu en spectateur, le pied dans le plâtre, et malgré les efforts de Jebers, Raillet et Van Loon, elle ne put reconquérir le titre 1969 et dut se contenter de la seconde place. Troisième, la Tchécoslovaquie, devant l'Angleterre et la Finlande, la France n'est que 8e. L'arrivée de Eik Johnson, le grand maître sur le circuit, est le principal artisan de la victoire suédoise. Vous avez pu remarquer que dans une telle course de motocross, les machines ne restent pas sur le terrain plus de 1 seconde sur 3 environ. En football, beaucoup de buts marqués hier dans le championnat de France. 15 buts marqués à E3 par Marseille, Nantes et Saint-Étienne, ce qui est un très très bon signe avant les matchs de Coupe d'Europe qui auront lieu mercredi prochain. En Coupe d'Europe, d'ailleurs, Saint-Étienne doit rencontrer Cologne en Coupe d'Europe des villes européennes. Et Saint-Étienne compte beaucoup sur les services de Salif Keita. Salif Keita qui depuis plusieurs saisons est l'un des meilleurs marqueurs du championnat, qui d'ailleurs hier encore a marqué 2 des 4 buts de son équipe. C'est Michel Drucker qui nous présente maintenant celui qu'on appelle la perle du Mali. Il s'appelle Salif Keita. Il a 25 ans, mesure 1,78 m pour 70 kg. Né à Bamako, au Mali, il est avec Skoblar le meilleur footballeur étranger opérant en France. Bon dribbleur, bon tireur, il a tout. L'intelligence du jeu et puis alors la finesse qui n'appartient qu'à lui, quoi. C'est un grand joueur, c'est un grand inter. Cette année, il a des chances d'être meilleur buteur. Il est bon dribbleur, puis il marque beaucoup de buts. Ce poste d'attaquant, quand on est une vedette, c'est pas du tout repos. Je pense pas être une vedette, mais en tout cas un poste d'attaquant et puis surtout marqueur de but, très difficile à tenir parce qu'on prend souvent des coups et puis on est toujours marqué de près par les adversaires. Oui. C'est ce que vous redoutez le plus? Je le redoutais quand je suis arrivé en France, mais maintenant, depuis 4 ans que je suis là, je pense que c'est ma meilleure saison que je commence à faire. Oui. Le marquage individuel, je le redoute moins que les années précédentes, quoi. Vous donnez l'impression sur un terrain d'être à l'aise dans toutes les positions de tir. Vous préférez vous mettre dans une position rapprochée du but adverse ou tirer de loin? Oh, mais moi je préfère être dans les 18 mètres. Quand même. Ceci dit, quand même, je pense avoir un bon tir des 2 pieds, quoi. Qu'est-ce qui vous manque encore à votre avis sur le plan technique?
Mais il me manque beaucoup de choses. Je pense qu'il faudra demander ça à M. Batteux. Il est certain que sa qualité athlétique est faite de jaillissement, d'extension, de vitesse. Il surgit souvent dans les situations, semble-t-il, inextricables. Il est là d'un seul coup, on se demande d'où il vient et il devance tout le monde. Mais il peut être aussi un joueur très résistant quant à l'ampleur de la tâche qu'il donne sur le terrain. Par conséquent, il semble effectivement qu'il a beaucoup de dons. Et quant à dire qu'il les a tous, c'est sans doute beaucoup, mais il en a quand même de très nombreux. Ce qu'il n'a pas encore fait, semble-t-il, c'est la synthèse de tous ces dons qui lui permettrait d'être sans aucun doute un joueur exceptionnel. On dit que Keita, comme beaucoup de joueurs du continent noir, sont des joueurs d'instinct. C'est assez vrai pour beaucoup d'entre eux et même vraisemblablement pour lui. Il a des actions comme ça, d'un tel imprévu qu'on peut supposer qu'elles ne sont pas concertées, le fait délibérément. Mais il serait quand même un peu simpliste de dire bon, il joue d'instinct comme ça, il a le sens du jeu et c'est tout, mais il est intelligent, Keita, comme beaucoup d'autres joueurs de ce continent, et ce n'est pas seulement par des actions, disons, instinctives qu'il réussit, mais aussi il a une intelligence du jeu qui n'est pas contestable et par conséquent, s'il est doué très naturellement, il est hors de doute qu'il a acquis déjà depuis plusieurs années un bagage sur le plan de l'intelligence du jeu qui lui permettent de tirer le plus grand parti de ses qualités naturelles. J'ai rencontré pas mal de très grands attaquants, mais il me semble que Salif a des qualités assez exceptionnelles. C'est un petit peu un sorcier dans sa façon de jouer. On ne sait jamais ce qu'il va faire et puis il a une façon de conduire le ballon. On a toujours l'impression qu'il va le perdre et puis finalement il le rattrape toujours. C'est assez extraordinaire. J'ai rarement vu des joueurs aussi souples, aussi déliés dans sa façon de jouer. Même Pelé est peut-être plus efficace. C'est un joueur qui a une autre réputation que Salif, bien que Salif en ait une très bonne. Mais enfin, en ce qui concerne le football lui-même, Salif a des gestes parfois exceptionnels et déroutants. En principe, lorsque des joueurs africains viennent en France, ils ont du mal à s'adapter au jeu collectif. Ce sont des joueurs qui sont assez brillants individuellement, mais ont beaucoup de mal à s'adapter à un jeu collectif. Or, Salif a montré beaucoup de disposition sur le plan collectif dès son arrivée à Saint-Étienne et ça n'a pratiquement pas posé de problème, au contraire. Salif Keita est arrivé en France en octobre 67. Ce jour-là, au Bourget, un malentendu voulut qu'il n'y ait personne pour l'accueillir. Mais écoutez Keita nous raconter cette arrivée que le trésorier de l'AS Saint-Étienne n'est pas prêt d'oublier. On est arrivé, j'ai trouvé personne, j'ai attendu 2 ou 3 heures, j'ai essayé de joindre le siège de l'ASS au téléphone, jamais j'ai pu l'avoir. J'ai été obligé de prendre un taxi. Jusqu'à Saint-Étienne? Jusqu'à Saint-Étienne, il y en a qui ont dit que c'était parce que je ne connaissais pas la géographie ou que ceci, cela. Mais je suis sûr que, je vous jure que c'est pas pour ça, c'est parce que je n'avais rien. Rien dans ma poche, j'avais rien et puis j'étais obligé de faire ça. On ne peut pas prendre un train ou un avion et puis dire au contrôleur qu'on le paiera en arrivant. Ça, il faut d'abord avoir le billet, alors que le taxi, c'est possible. Il y a Salif, il y a un jeune supporter là. Ah, pas de crayon là. Vous n'avez pas de crayon? Voilà. C'était la première fois que vous veniez en France? C'était enfin la première fois, si vous voulez, parce que j'étais déjà passé par là en allant en Chine. Je suis resté 2 jours. Est-ce que je pourrais avoir un... Voilà. Ouais. Vous avez été dépaysé au début en arrivant? Oh, très dépaysé. C'est pas du tout la même ambiance, c'est pas du tout la même vie. Là-bas, on est plus chaud, on est plus... Alors qu'ici... Ça vous manque l'Afrique? Beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, j'y vais chaque 2 ans. Il y a tout qui change d'ici. Tout qui change. Vous vivez comment ici? Vous vivez un petit peu en retrait? Parce que vous êtes célibataire, en dehors des joueurs de l'équipe, vous connaissez pas tellement de gens? Vous êtes très populaire, mais en fait, vous connaissez assez peu de gens, ça veut dire. Assez peu quand même. Je suis souvent chez moi, je sors pas beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Deuxième buteur européen la saison dernière, derrière Skoblar avec 42 buts, Salif Keita est le meilleur marqueur de ce début de saison avec 9 buts en 6 matchs. Et pour la population de Saint-Étienne, qui lui voue une admiration sans borne, il ne fait aucun doute que Keita sera cette année le numéro 1. Il joue vraiment bien, c'est très bien.
Désormais, il y aura du monde, je crois, pour accueillir Keïta sur les aérogares. Je voudrais revenir à une affaire dont on a parlé il y a de cela quelques jours, et une dépêche vient de me parvenir à ce sujet. Il s'agit de cet accident où il y avait eu 11 morts dans un autocar, vous vous en souvenez. Et le ministère des Transports vient d'annoncer que l'entreprise, qui a son siège dans la région parisienne, qui s'occupait justement de cet autocar, devra cesser toute activité jusqu'à nouvel ordre. Voilà pour cette dernière minute. Il nous reste à retourner maintenant à la Bourse de Paris pour les cotations avec Michel Tardieu. Les boursiers, eux non plus, n'y voient pas bien clair, et c'est pourquoi ils ne prennent pas beaucoup d'initiatives. Vous verrez que le marché ne bouge pas beaucoup, on est plutôt un petit peu en baisse, mais très légèrement. En tout cas, les transactions restent rares. En effet, les boursiers ne savent pas bien s'ils doivent se réjouir ou pleurer, se réjouir du budget de relance annoncé l'autre soir par M. Jacques Chaban-Delmas, mais je crois qu'on peut voir les cours. S'ils doivent donc se réjouir de ce budget de relance et qui augmentera les crédits destinés aux achats dans l'industrie, se réjouir aussi de la suppression probable de la règle du butoir de la TVA, règle du butoir qui empêche de récupérer aussi vite que le voudraient les chefs d'entreprise la TVA qu'ils ont payée sur leurs équipements. Donc ils ne savent pas si tous ces motifs de plaisir, de joie doivent l'emporter sur les craintes qu'ils éprouvent devant le plan anti-hausse, cette inflation qui continue, et devant, pourquoi pas, les risques de récession. Les pétroles, vous le voyez, sont en majorité en baisse, à l'exception de l'île Bonnière qui gagne 2 francs. La Française des pétroles va augmenter son capital à partir de lundi prochain. Elle va le faire passer de 949 millions à 1,68 milliard par l'émission d'une action nouvelle à raison d'1 pour 8 au prix de 160 francs. L'activité sur le pétrole, c'est bien sûr la réunion de l'OPEP qui aura lieu le 22 septembre. Et il semble que les pays producteurs ne se préoccupent pas principalement des prix. Bien que ce matin, un éditorial du journal algérien El Moudjahid réclame à nouveau une hausse des prix en raison, dit El Moudjahid, de la dévaluation camouflée du dollar. Il semble plutôt que les autres pays portent leur attention sur un plan qui consisterait à prendre une participation d'au moins 20% dans toutes les exploitations qui existent sur leurs territoires nationaux. Vous avez vu tout à l'heure que la CGE était en baisse sensible. Le problème de la commande de la prochaine centrale nucléaire de l'EDF se pose toujours et on attend que l'EDF envoie une lettre à la CGE pour préciser le prix que l'administration est prête à payer pour cette centrale. En effet, il y a 2 concurrents en présence, la CGE qui a une licence General Electric, qui est la centrale la plus chère, et puis Creusot-Loire qui propose une centrale à eau pressurisée, qui est une licence de Westinghouse. On pense que l'EDF proposerait un prix supérieur à celui de Creusot-Loire, mais inférieur à celui que demandait la CGE. Donc cette affaire est à suivre parce que l'importance de la commande est évidemment un élément très considérable dans la vie de ces sociétés pour les années qui viennent. 2 outsiders, mais qui ne sont pas dans la course pour l'instant, bien qu'ils voudraient bien y arriver, c'est le Suisse Braun Boveri, qui a une filiale en France qui s'appelle la CEM qui augmente son capital à partir d'aujourd'hui à raison du lancement d'une augmentation de capital d'une action pour 3 anciennes à 50 francs, et puis aussi Babcock qui s'intéresse de plus en plus au nucléaire. Vous voyez que les valeurs étrangères sont irrégulières. Wall Street était lui-même irrégulier vendredi et même assez lourd. Sur le marché de l'or, il ne se passe pas grand-chose. Les transactions sont faibles et les différences de cours insignifiantes. Nous sommes lundi, je crois que nous avons quelques SICAV aussi. Mais des SICAV qui sont, elles, toutes en hausse. Des hausses peu sensibles, mais des hausses quand même. Aussi bien sur les SICAV en obligation que sur les SICAV en action. Ici, la Bourse de Paris. À vous, Jean-Michel Desjeunes. Rien à ajouter à ce tour de l'actualité. Merci de nous avoir prêté attention et bonne journée.